direction la Chine. China. La puissance chinoise. China. Cette guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde. China. Croissance de l'économie chinoise. China. La Chine menace Taïwan, voire aide discrètement l'allié Poutine dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine. China. Pour rendre sa grandeur à l'Amérique, Donald Trump compte bien appliquer certaines recettes déjà utilisées lors de son premier mandat. Et depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a conservé le même ennemi, la Chine. Les deux puissances s'affrontent évidemment sur le volet économique, mais leur opposition concerne aussi Taïwan et les alliances géopolitiques, et le gouvernement chinois a préparé sa riposte. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Chine à l'épreuve de Trump, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, une économie préparée. Nous avons un problème en particulier, et c'est la Chine. Ce qu'ils nous font payer, nous leur ferons payer en retour. Ces mots de Donald Trump, ils ne datent pas de ces dernières semaines, mais d'il y a 7 ans. Alors, en plein milieu de son premier mandat, en 2018, le président américain lançait déjà une guerre commerciale contre son ennemi. Il avait alors imposé un droit de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium venu de Chine. La réponse de la deuxième économie du monde ne s'était pas fait attendre. Les taxes sur les imports américains étaient passées de 8 à près de 21%. Dans les mois qui suivirent, les deux pays s'affrontèrent par réglementation interposée. Hausse successive des tarifs à l'importation, extension à de nouveaux secteurs. Quand Trump s'en prend aux géants technologiques chinois, Pékin instaure une loi favorisant les investissements nationaux. Des tensions qui vont durer jusqu'à la fin de son premier mandat et se poursuivre avec Joe Biden. Mais malgré des conséquences visibles, à son retour, Donald Trump n'a pas hésité à relancer la guerre des droits de douane avec la Chine. Le 2 avril, dans la cour de la Maison-Blanche, le président américain a annoncé en grande pompe de nouvelles mesures. J'ai beaucoup de respect pour Xi de Chine et pour la Chine, mais ils profitent de nous. Alors nous allons mettre en place un droit de douane réciproque réduit de 34%. En gros, ils nous font payer, nous les faisons payer. La Chine a déjà riposté et il semblerait que Xi Jinping a préparé toute son économie à faire face à Donald Trump. Pour comprendre comment Pékin compte faire face à la politique du président américain, j'ai fait appel à Alice Ekman, directrice de la recherche de l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, spécialiste de la Chine. Bonjour Alice Ekman. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous accompagner pour cette série. Ce premier épisode est donc consacré à la riposte économique chinoise, une riposte aux droits de douane de Donald Trump qui n'a pas tardé. Oui, Pékin en fait réagit œil pour œil, dent pour dent, on peut dire, en augmentant les droits de douane de manière proportionnelle aux droits de douane imposés par Donald Trump et touchant spécifiquement les produits américains, mais aussi menaçant de toucher des produits qui sont stratégiques pour le secteur technologique américain, comme par exemple les terres rares. Comme vous le savez, la Chine est leader dans le domaine des terres rares depuis l'investissement de Deng Xiaoping dans ce secteur. Donc on a une Chine qui aujourd'hui et je parle bien sûr avec précaution parce que les choses peuvent évoluer, mais qui aujourd'hui ne cède pas, continue à sanctionner les États-Unis. On est dans une escalade, une guerre commerciale qui dépasse largement la période Trump 1, le premier mandat de Donald Trump. Vous vous souvenez, lors de ce mandat, il y avait eu des tensions commerciales vives, il y avait eu aussi un accord dit Phase 1, première phase, qui n'avait pas finalement réellement été appliqué ni réellement avait levé apaisé les tensions qui restaient très vives entre les deux pays. Mais aujourd'hui, on atteint un niveau de défiance qui dépasse largement d'ailleurs les annonces faites durant la campagne de Donald Trump. Parce que comme vous le souvenez, il avait annoncé à peu près aller jusqu'à 60% d'imposition de droits de douane à la Chine. Et on est aujourd'hui bien au-delà et on risque encore d'aller dans l'escalade compte tenu du contexte actuel. Et quelle est la position de la Chine face à cette guerre commerciale ? Alors, quand on étudie la Chine, c'est toujours difficile de connaître de manière précise les perceptions, mais on a quand même, compte tenu de l'opacité du système,
Pour faire simple, les perceptions sont très hostiles, à l'évidence. Pour Xi Jinping, le président Trump, toutes les décisions prises par l'administration Trump sont totalement illégitimes. Et il est temps de tenir tête aux États-Unis. Et c'est vraiment cet engrenage que la Chine a pris, avec dans les médias chinois une caricature à l'extrême de décisions prises par les États-Unis, des États-Unis qui sont inconstants, qui ne joueraient pas le jeu de la mondialisation, parce qu'il y a à la fois les perceptions telles qu'on peut les analyser, mais aussi la couverture officielle des événements. Alors est-ce que qui sont pas forcément alignés sur la perception, mais qui sont à prendre en compte dans l'analyse. Et aujourd'hui, on a une Chine qui se présente comme le garant de la mondialisation, qui lutterait, je dis bien conditionnel, contre le protectionnisme, ce qui est ironique parce que la Chine a un système économique qui est encore plus que protectionniste, et ça, c'est par nature, par ADN, depuis la création de la République populaire de Chine en 1949. Et donc, on a vraiment une Chine qui cherche à caricaturer des États-Unis qui seraient ultra protectionnistes, ultra néfastes à l'économie mondiale, face à une Chine qui serait responsable et garante du libre-échange. Alice Ekman, est-ce que Xi Jinping est prêt à négocier avec les Américains ? La question, c'est ce qu'il le souhaite. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt qu'il maintient une ligne stratégique de long terme. On ne cède rien et on n'est pas réellement disponible pour l'administration Trump, même si elle le souhaitait. Mais de manière plus générale, aujourd'hui, il n'y a pas une réelle volonté côté chinois d'essayer de restaurer la relation ou de... Bon, on est dans des phases de pré-négociation, mais il n'y a pas une volonté de la Chine, d'essayer de limiter la casse ou de limiter la détérioration de la relation. La Chine a également ouvert une enquête anti-monopole contre Nvidia, le géant des puces américain. Elle a aussi saisi l'Organisation mondiale du commerce concernant les droits de douane imposés par les États-Unis. Ça, c'est pour la réponse immédiate. Mais Alice Ekman, la Chine s'est aussi préparée depuis longtemps. Alors, ils l'ont préparée à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau technologique. Comme vous le savez déjà, sous la première administration Trump, mais cela a été consolidé sous l'administration Biden, les États-Unis ont adopté des sanctions technologiques très fortes à l'égard, par exemple, de certaines entreprises chinoises, telles que Huawei, l'entreprise de télécommunications, mais aussi à l'égard de certains produits et composants, comme les semi-conducteurs. Et Xi Jinping... au regard de ces évolutions et ces décisions prises par l'administration Trump, mais aussi indépendamment dans une stratégie de puissance à long terme, a décidé de mettre l'accent sur ce qu'il appelle l'autosuffisance technologique. C'est-à-dire la Chine, depuis maintenant près de 10 ans, a beaucoup investi dans le développement de ses propres technologies pour essayer à terme d'être moins dépendante des composants américains ou étrangers au sens large. Je parle des composants technologiques. Et de fait, par exemple, pour les semi-conducteurs, elle est encore en retard par rapport aux producteurs taïwanais, américains, mais elle a quand même réussi à rattraper une partie de son retard et à produire des puces de taille réduite, en tout cas beaucoup plus réduite qu'il y a 2 ou 3 ans. On voit aussi, par exemple, que les téléphones Huawei, maintenant, sont dans leur composition, les éléments qui le constituent sont plus chinois, moins étrangers, moins dépendant des composants étrangers qu'il n'était il y a 5 ou 6 ans. Et il y a aussi l'élément agricole. La Chine a effectué des stocks, a beaucoup importé des États-Unis pour être moins dépendant des sanctions dans le domaine agricole qui pourraient toucher la Chine à l'heure de l'arrivée de Donald Trump. Donc, elle accuse le coût de ces tarifs, mais elle n'est pas le couteau sous la gorge. Elle n'est pas dans une situation de pénurie, que ce soit technologique, agricole, agroalimentaire ou dans les secteurs stratégiques au sens large. Mais malgré la préparation du gouvernement chinois, cette guerre commerciale pourrait avoir des conséquences très lourdes sur l'économie de la superpuissance asiatique. Les États-Unis qui achètent plus qu'ils ne vendent aux Chinois. En 2020, Washington a ainsi accumulé 283 milliards de dollars de déficit commercial avec Pékin. Les liens économiques entre Pékin et Washington sont très forts. Cette guerre commerciale pourrait donc coûter très cher à la Chine, d'autant, Alice Ekman, qu'elle est dans une situation économique dégradée. Les chiffres officiels indiquent une croissance autour de 5%, mais différentes estimations allant de Rodham Group à d'autres think tanks américains, européens considèrent qu'on est plutôt autour de 2,5 ou 3%. On voit réellement que le problème de l'économie chinoise, la croissance économique, est qu'elle est très fortement dépendante encore des exportations.
Ça fait maintenant près de 20 ans que la Chine cherche à limiter sa dépendance aux exportations. Et pour cela, elle cherche à être davantage dépendante de la consommation intérieure. Mais dans un contexte de stagnation des salaires en Chine, même lorsque certains foyers ont un pouvoir d'achat renforcé, ils épargnent encore beaucoup parce que le système de sécurité sociale est encore très peu développé. Comme vous le savez, les pensions de retraite sont faibles en Chine, la couverture santé est incomplète, l'éducation des enfants coûte très cher, s'occuper de ses parents âgés, malades, etc. Donc en fait, les foyers de la classe moyenne supérieure épargnent au maximum, souvent plus de 30% de leurs revenus disponibles, en se disant, certes, on pourrait dépenser plus, on pourrait consommer plus, mais assurons nos arrières en cas de coup dur. Et donc, on est toujours dans cette situation-là en Chine, qui fait que la consommation intérieure ne décolle pas vraiment, même quand elle est aidée, quand elle est subventionnée, parce que voilà, il y a à la fois cette inquiétude liée au système de sécurité sociale, mais aussi le Covid, qui a beaucoup impacté la confiance. Beaucoup d'ouvriers travaillant dans le centre du pays, ou dans le sud, ou dans les grandes villes, sont rentrés chez eux en zone rurale et ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Et voilà, donc dans ce contexte-là, la consommation atteint ses limites. Il y a aussi la question bien sûr de la crise immobilière et du contre-coup avec un secteur qui ne se remet pas aujourd'hui pleinement de cette crise. Et donc, face à cette crise, pourquoi la Chine persiste dans cette guerre commerciale face aux États-Unis ? On a une Chine qui joue finalement sur l'instabilité et les failles apparentes de l'administration Trump pour renforcer ce discours d'hostilité. Mais aussi, ça peut être aussi un pilier de légitimité du parti. C'est-à-dire que souvent, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de dire, très bien, la Chine fait face à une situation quand même de tension commerciale qui va lui coûter cher. Est-ce que le Parti communiste chinois ne va pas perdre en légitimité dans ce contexte-là ? C'est-à-dire que la croissance ralentit, elle ne peut pas se permettre un ralentissement renforcé. Mais un des éléments d'analyse, et celui que je considère important de prendre en compte aujourd'hui, c'est que tenir tête aux États-Unis, c'est aussi un pilier de légitimité du parti. C'est-à-dire qu'elle peut perdre en légitimité sur le plan économique, mais en gagner aussi sur le plan du positionnement international. Et donc la perception, c'est aussi, il faut tenir tête pour aussi renforcer le sentiment de fierté nationale, le sentiment aussi de puissance que la Chine doit projeter, pas uniquement vis-à-vis des États-Unis, mais vis-à-vis du reste du monde. Est-ce que la nature du régime chinois, c'est-à-dire autoritaire, c'est un atout dans cette guerre commerciale face à Trump, ou au contraire, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire qui vient s'ajouter à la crise économique ? Alors ça, c'est une vraie question. La dureté du Parti communiste chinois pourrait être un atout, ou la dureté aussi de Xi Jinping lui-même, comme vous le savez, en chinois on dit choku, il a mangé amer, c'est-à-dire qu'il a eu des périodes très dures dans sa vie. Il a subi les conséquences de la révolution culturelle, il a vu ce que c'était que les luttes intestines au sein du parti, il a compris ce que c'était que la dureté du parti, il a lui-même eu du mal à intégrer le parti. Cette capacité de résilience et cette dureté, on va dire, face à l'adversité, oui, ça peut être un atout, on va dire, pour garder le cap, alors que la situation internationale et économique nationale est difficile pour la Chine. Après, la rigidité du parti en lui-même, c'est quand même une grosse machine, le parti. Et face à un président Trump qui est quand même très... qui prend des décisions tous les jours, qui communique sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Certainement avec inconstance, mais ça va très vite. Le parti n'est pas à même de réagir rapidement s'il le souhaitait. Voilà, il faut faire attention quand on parle davantage d'un système politique à parti unique et autoritaire, parce que bien sûr qu'il y a énormément d'inconvénients au niveau humain, social, sociétal, et on les connaît tous. En termes de stratégie, clairement, ils ont un système de propagande extrêmement fort, extrêmement bien doté, et une diplomatie aussi qui est totalement alignée sur l'orientation du parti. Donc c'est une grosse machine qui a du mal à bouger, qui est lourde et qui n'est pas capable de réagir rapidement, mais c'est aussi une grosse machine qui est capable de distiller des éléments de langage de manière méthodique et coordonnée, de manière assez efficace. Pour s'en sortir, la Chine cherche donc d'autres solutions, quitte à se tourner vers d'anciens ennemis. Après une visite au Vietnam et en Malaisie, le président chinois est arrivé au Cambodge, dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est.
Mi-avril, Xi Jinping était donc en Asie du Sud-Est. Alice Ekman, c'était une tournée très stratégique. Oui, on est quand même dans un système de croissance qui reste trop dépendant des exportations et une Chine qui cherche au maximum, dans ce contexte-là, à diversifier ses relations commerciales avec ce qu'elle appelle les pays dits du Sud, Sud global, une expression que la Chine elle-même utilise maintenant, qu'elle n'utilisait pas auparavant, mais elle utilise. Avant, elle utilisait beaucoup pays en développement, maintenant Sud global. Donc Xi Jinping, depuis 2018, parle d'élargir son cercle d'amis, cercle de pays amis. Alors ça, c'est déjà un concept général qui témoigne d'une stratégie de la Chine de diversification. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une diversification commerciale en premier lieu. Mais les pertes engagées sur des marchés, on va dire consolidés, pays développés, notamment marché américain, marché européen, ne sont pas compensées, dans l'immédiat en tout cas, par les gains dans des pays dits du Sud. Donc c'est une stratégie de long terme, mais la question réelle qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la Chine est prête à payer le coût dans l'immédiat d'une stratégie de long terme de diversification qui pourrait être gagnante sur 10, 20 ans. Ma réponse est plutôt oui. Et pourquoi ? Les objectifs politiques et géostratégiques l'emportent en cas d'arbitrage. On pourrait penser à Hong Kong, l'adoption de la loi sur la sécurité nationale à l'été 2020 n'est pas dans l'intérêt économique de la Chine. Beaucoup de sièges d'entreprises étrangères, de multinationales sont partis, ont quitté Hong Kong au bénéfice de Singapour, par exemple. Hong Kong a une place financière beaucoup moins attractive compte tenu de l'évolution du système politique et juridique du territoire. Mais pour la Chine, il n'est pas question de céder parce que l'objectif est politique. Donc tant pis si ça coûte de l'argent, tant pis s'il y a une perte d'attractivité. L'important, c'est que Hong Kong soit plus conforme aux exigences du parti tel que voulu par Pékin. Donc on est bien dans cette voie-là. C'est-à-dire aujourd'hui, la Chine aussi engage une offensive de charme vis-à-vis de la Corée du Sud ou du Japon, qui sont les principaux alliés américains en Asie du Nord-Est. Parce que, bien sûr, il y a des arguments là, contextuels pour jouer sur un rapprochement. Parce que, bien sûr, le Japon, la Corée du Sud est insatisfaite où on se pose des questions sur la constance du parapluie américain, de son allié de sécurité. Est-ce qu'elle pourra vraiment compter sur Washington en cas de coup dur ? Et donc, bien sûr que dans ces contextes-là, beaucoup de pays souhaitent diversifier leur partenariat. Et la Chine reste un marché économique très important. Face au bouleversement de l'ordre mondial et de la mondialisation économique, nous nous joindrons aux pays de la région pour lutter contre les courants sous-jacents de la confrontation géopolitique et du protectionnisme. Ensemble, nous préserverons les perspectives prometteuses de notre famille asiatique. Les droits de douane de Donald Trump ne freinent donc pas le commerce international et les alliances. Et la Chine se tourne également vers l'Europe pour renforcer ce partenariat économique. Oui, elle essaye vraiment. Aujourd'hui, la Chine lance une offensive de charme vis-à-vis des Européens. C'est évident. Elle joue notamment sur le cinquantenaire de l'établissement des relations entre l'UE et la Chine. Aura lieu prochainement un sommet UE-Chine également. Donc, elle joue sur, on va dire, le calendrier habituel des relations UE-Chine, plus un anniversaire, mais on peut dire que ça reste superficiel. Elle cherche à restaurer des relations commerciales, à renforcer, reparler d'un accord sur les investissements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, après 7 ans de négociations, la Chine et l'Union européenne avaient préadopté un accord cadre sur les investissements qui avait été gelé au Parlement suite à des tensions concernant le Xinjiang. Des sanctions et contre-sanctions entre l'Union européenne et la Chine sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, la partie chinoise souhaiterait remettre ce sujet sur la table et plus généralement renforcer les relations avec Bruxelles en disant, voyez, comme vous, nous sommes insatisfaits des barrières douanières, des tarifs adoptés par l'administration Trump, nous sommes pour la mondialisation, contre le protectionnisme, essayons de travailler ensemble dans ce contexte-là. Mais l'Europe reste méfiante. Les 27 craignent notamment de voir un afflux de produits chinois sur le marché. On le voit, il y a donc des freins à ce partenariat économique Chine-Europe. Oui, on a parlé de tensions politiques, le Xinjiang, la question hongkongaise, la question des droits de l'homme plus généralement, mais il y a aussi bien sûr la question de la réciprocité en termes d'accès au marché et les subventions d'État qui continuent vraiment à soutenir certains secteurs clés de l'industrie chinoise, comme par exemple les véhicules électriques. Donc il y a de nombreux points de tension à l'agenda de la relation bilatérale UE-Chine, et dans ce contexte-là, Xi Jinping, le Parti communiste chinois, joue à plusieurs niveaux. C'est-à-dire tenter cette offensive de charme, ça ne mange pas de pain avec Bruxelles. Et en même temps,
toujours maintenir cette approche différenciée entre États membres, comme il l'a fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, quand Xi Jinping s'était rendu en Europe, il s'était rendu en France, mais aussi en Serbie et en Hongrie. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, s'est rendu à Pékin, essayer de séduire en particulier, côté chinois, les pays les plus faciles, entre guillemets, ou qui auraient une posture favorable à la restauration de la relation, même si ça bloque au niveau de Bruxelles. Et ça pourrait continuer de bloquer parce que Bruxelles reste, on a parlé des points de tension, reste conscient des divergences politiques, des divergences économiques, mais aussi des divergences géostratégiques, notamment du soutien, en tout cas ce qu'elle considérait comme le soutien continu de la Chine à la Russie en contexte de guerre. L'allié russe, c'est justement l'un des outils de Xi Jinping pour permettre à la Chine de faire face au retour de Donald Trump. Et c'est le sujet qui va nous intéresser dans le 2e épisode de cette série. Toujours avec vous, Alice Ekman. À demain. À demain. Pour écouter la suite des analyses d'Alice Ekman, spécialiste de la Chine, je vous invite, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là-bas que vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. La Chine à l'épreuve de Trump est une série originale de La Loupe, réalisée par Sébastien Salis et Jules Cros avec Emeline Dulliot.